Rebonjour. Donc cette fois, on va vous parler. Alors, on pourra toujours revenir à la bataille de Poitiers parce que c'est toujours un petit peu dans ce contexte-là. Mais de toute façon, ça part de là en fait. Vous m'entendez là? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas de retour. Si, c'est bon. On va vous parler de deux choses. On va rapidement évoquer les relations entre. En fait, ça va s'interpénétrer. Mais bon, les relations entre on va dire le monde latin chrétien et le monde musulman. Donc relation conflictuelle, on va pas s'étendre dessus, vous en avez entendu parler, mais un peu plus les relations commerciales, éventuellement culturelles. On va pas tout faire, on va prendre quelques exemples précis. Et c'est lié aussi à la présence ou présence éventuelle de Sarrasins, puisque c'est le terme que j'employais, en future France, donc en Gaule, dans le royaume franc ou dans le royaume de France plus tard, notamment dans le sud. Alors on ira jusqu'à l'époque moderne. Éventuellement, on pourra parler un peu du contemporain si vous voulez pendant les questions. Et aussi comment ces racines sarrasines, un terme déjà, je le dis maintenant, qui nous gêne en fait, le terme racine, quel qu'il soit, racine sarrasine, racine chrétienne, racine tout ce que vous voulez. En histoire, c'est un petit peu compliqué à utiliser et c'est pas forcément pertinent. Donc, c'est pas qu'on remet en cause des racines, mais c'est le terme même en fait qu'on remet en cause. Voilà. Et parfois, ça crée justement des idées reçues que j'ai déjà un petit peu évoquées tout à l'heure, mais dont on reparlera dans cette partie-là. Alors, je vais commencer par comment les racines sarrasines. Enfin, s'il y a eu des racines sarrasines. Et nous, on va montrer en fait que on va pas répondre oui ou non. On va dire que c'est pas le problème en fait. Comment elles ont pu s'établir en France en fait, dans la future France, Euh, notamment dans le sud. Et de quel type elles étaient aussi. On va voir que ça évolue avec le temps et si elles étaient nombreuses ou pas. Et un peu comme tout à l'heure, on va dire qu'on sait pas en fait. Enfin, Non, mais alors, surtout pour la période du 8e siècle. Je commence par le début, évidemment. Donc le 8e siècle, donc on l'a dit un peu tout à l'heure, quand Ouais, alors les sources, je commence encore par les sources, mais c'est pour dire la même chose, c'est qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas, j'exagère, mais voilà, justement, mais ça, je vais y venir, c'est le plus important. Et donc les sources textuelles, il n'y en a quasiment pas. Évidemment, comme disait Martinez-Groult tout à l'heure, les statistiques, il n'y en a pas. Et par contre, effectivement, il y a l'archéologie qui est un peu, que sur de nombreux domaines, notamment dans l'histoire de la Méditerranée, quelles que soient les périodes d'ailleurs, est vraiment un recours très fondamental. Et il n'y a pas de génétique qui a été faite sur la population? Si, il y a eu un peu de... Si je peux... Ouais. Il y a eu un peu d'études paléogénétiques qui ont été faites, et notamment les trois tombes, on en reviendra, mais là, sur les trois tombes qui ont été retrouvées à Nîmes, par exemple. Mais après, c'est attention avec ça, quoi. La paléogénétique, ça peut vite partir un peu dans tous les sens, quoi. Donc, restons zen, voilà. Donc, voilà. Autre truc très important par rapport à l'archéologie, on va en parler. Là, pour le coup, moi, j'ai parlé, enfin, j'ai même interviewé, les interviews sont en ligne, hein, on pourrait les retrouver, je vous donnerai les références après, hein. Mais avec les trois directeurs d'un ouvrage qui s'appelle, j'oublie toujours, Héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne, qui est une coédition à la découverte et l'INRAP. Donc l'archéologie par rapport à ces questions d'une présence sarrasine, moi je préfère ce terme, hein, donc sarrasine donc, dans la Gaule du Haut Moyen-Âge, c'est un travail qui est en progrès, c'est une recherche qui est en cours, comme toutes les recherches historiques, mais alors là par contre on est dans le tâtonnement le plus complet. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est que vous ne sortirez pas d'ici dans 1 heure avec des certitudes, je vous le dis tout de suite. Voilà. Je suis désolé, mais ça fait partie du boulot. Hein. C'est comme ça. Il y a quelques pistes. Hein. Voilà. Ce qui est sûr, c'est par exemple, on a trouvé 3 corps, en fait, c'est sûr. Hein. Donc, voilà. Mais on y reviendra après. Alors justement pour continuer, revenir un peu dans le contexte de la bataille de Poitiers et de la conquête d'Al-Andalus par les Sarrasins. On a vu, on en a parlé tout à l'heure, qu'ils s'installent dans la région de Narbonne, donc la Septimanie, dans les années 719, 720, 721. Et donc là, les textes n'étant pas valables, n'étant pas même existants, depuis quelques années, comme vient de le dire William, il y a des fouilles archéologiques
Et vous avez notamment, il n'y a pas que lui, mais un historien, Philippe Sénac, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, il y a un ouvrage à lui, d'ailleurs, là-bas, j'ai vu. Il a sorti l'année dernière ou il y a 2 ans un ouvrage qui s'appelle Charlemagne et Mahomet, qui est vraiment sur les relations. Il prend l'inverse du bouquin de Pirenne, Mahomet et Charlemagne, mais c'est sur les relations entre les Carolingiens et l'islam. Donc c'est le bouquin de référence sur le sujet et on l'a utilisé. Enfin, on a utilisé ses bouquins précédents parce qu'il n'était pas sorti à ce moment-là. Lui et d'autres ont dirigé des fouilles dans la région de Perpignan vers Roussino. Et ont été trouvés il y a quelques années à la fois des monnaies et surtout des plombs. Enfin, en fait, c'était des plombs qui servaient à attacher des bourses, donc pour mettre de l'argent dedans. Et donc, ça a été un peu les premières sources sarrasines trouvées dans la région. Il n'y a pas eu de source d'établissement de population. C'est ça, de traces archéologiques d'établissement de population. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On sait que les Sarrasins ont conquis ces régions. On sait que des armées sont venues, se sont installées, qu'il y a eu des garnisons dans les villes de Narbonne, Carcassonne, Béziers, etc. Mais on ne sait pas s'il y a eu des populations qui sont venues avec. On peut présumer. Voilà, c'est pas comme en Al-Andalus où il y a eu d'abord les Berbères qui sont arrivés et ensuite, notamment pour pacifier, on va dire, il y a eu des tribus arabes qui sont arrivées. Et ça a un peu même envenimé les choses en Al-Andalus. Là, je vais pas dire que c'est pas le cas, mais en tout cas, on n'a pas de traces. Ou quasiment pas de traces. Il y a les fameuses tombes qu'a évoquées William, qui seraient de cette période, un peu avant la bataille de Poitiers, qui ont été trouvées à Nîmes, 3 tombes, 3 hommes. Et le peu qu'on en sait, on peut supposer que c'était sans doute des militaires, mais voilà. Mais on ne sait pas grand-chose. Mais c'est 3 tombes. Voilà. Tout ce qu'on sait sur ces tombes, ce qui est quasiment certain, c'est que c'est des tombes musulmanes, tout bêtement, par l'emplacement, par l'opposition des corps. Hein. Je rappelle que tout bêtement, tombe chrétienne, c'est orienté est-ouest, hein, donc sur le dos, donc avec la tête à l'ouest, mais donc qui regarde vers l'est, hein, donc vers Jérusalem, puis le paradis terrestre, hein, et sur le dos, parce qu'après aussi la tête comme ça regarde vers le ciel. Hein. Tombe musulmane, hein, donc c'est 2 côtés en fait, hein, donc en décubitus, puis après nord-sud, avec la tête évidemment penchée vers la Mecque en fait. Hein. Donc là, ces 3 tombes, pour le coup, c'est comme ça qu'on sait qu'elles sont musulmanes. Hein. On n'a même pas retrouvé de stèle. Hein. C'est que les 3 corps sont penchés. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est une découverte récente en fait. Hein. On est dans la découverte très récente en fait. Hein. Il y a un autre truc auquel moi je voulais juste comme introduction parce que c'est quand même important. Nous, ça fait plus de 2 ans maintenant que le bouquin est sorti. On a fait quand même beaucoup de rencontres. Et cette question justement de la présence musulmane, sarrasine, arabe, quel que soit le terme, voilà. Puis en plus c'est intéressant parce que chaque fois ça dépend des personnes, parce qu'on va me dire est-ce que c'est une présence musulmane, est-ce qu'il y a une présence musulmane, est-ce qu'il y a une présence arabe et tout, et c'est pas la même chose après. Donc voilà. Mais en fait c'est revenu de manière récurrente. Et parfois, on a même eu les interventions les plus passionnées qu'on ait eues. Parfois, c'est vraiment là-dessus, en fait. Hein. Il fallait absolument. Il y a certains qui disaient, mais si, il y a eu une présence. Voilà. Donc, c'était parfois assez frappant. Et ça revenait régulièrement. Je donne juste une anecdote par rapport à cette tournée qu'on a fait. Donc, on a fait vraiment quasiment une centaine de présentations. Une fois, moi, j'étais à Tours, c'était l'année dernière, à Tours, quasiment il y a 1 an, jour pour jour. Et il y a un type qui était militant, militant de gauche, même d'extrême gauche, très anti-FN et tout, et qui après ma présentation me dit mais pourquoi tu dis pas qu'il y a une présence d'Arabes parce que ça serait une arme formidable pour lutter contre le FN. C'était comme ça. Hein. Et j'étais là genre ouais, mais alors là tu vois c'est pas mon boulot, tu vois, je j'ai pas inventé des gens voilà. Donc, mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez que là et c'est pas le premier à avoir dit ça en fait. Hein. Donc on a cette espèce de volonté et c'est pas méchant en fait hein. On sent que c'est quelque chose mais en plus alors je dis voilà il y a cette espèce de volonté de vouloir absolument trouver encore une fois des arabes, des musulmans, des sarrasins, quel que soit le terme qu'on emploie. Là parfois il y en a pas en fait hein. C'est une première chose et son côté qu'en plus, ça on pourrait revenir après, mais c'est certainement pas un discours qui va empêcher le FN de monter. Enfin voilà, on pourra en parler, quoi. On pourra en débattre. L'autre anecdote, c'est une anecdote qui n'a pas à voir avec ce bouquin-là, mais moi j'ai bossé pendant très longtemps comme guide conférencier dans la ville de Provins, hein, donc une ville en Seine-et-Marne qui est réputée pour son patrimoine médiéval.
Et à Provins, bon, c'est pas trop malheureusement pas mis en avant parce que c'est intéressant, mais il y avait, comme dans tout le comté, ça faisait partie du comté de Champagne au XIIe, XIIIe siècle, il y avait une grosse communauté juive en fait. Hein, donc voilà, quoi. Donc on a sans doute, on n'est pas certain, retrouvé des éléments d'une synagogue et tout, mais c'est pas encore bien fouillé. C'est bien dommage, mais voilà, bon. Et il y avait des gens qui m'embauchaient, donc des gens qui représentaient la ville, qui viennent me voir, parce que moi j'en parlais parfois de ces éléments, mais on n'a pas grand chose. Je dis voilà, je disais parfois, tenez, là c'est peut-être une synagogue et tout, voilà. Donc, et il me dit ah c'est bien que tu parles de ça et tout, mais alors ce qu'il faudrait que tu fasses aussi, c'est que parce que Provins était une ville de foire, hein, une des grandes foires de Champagne. Il faudrait aussi que tu parles des commerçants musulmans qui étaient là. Ouais, mais là par contre, il y en a pas dans les sources là, donc. Il fait ah mais non mais bon il faut tu pourrais voilà tu t'inventes un truc et tout et j'étais là genre oui mais bah voilà exactement mais c'est et encore une fois je pense que ça voilà mais c'est intéressant parce que c'était frappant mais je pense que c'était vraiment pas méchant hein, comme c'était plutôt une espèce de parce que il me dit on m'a dit en gros tu t'adresses à tes scolaires ce serait bien que tu puisses alors déjà c'est bon c'est ça déjà vous voyez c'est un peu en plus c'est un peu bizarre parce que dire voilà bon en gros, il faudrait que chaque groupe ait son passé, voilà, donc c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est des anecdotes qui vous montrent bien que c'est une question, qui est encore une fois une question sur laquelle on est en train, les archéologues sont en train de travailler en fait, hein, et les historiens sont en train de travailler. Donc là pour le coup, c'est un vrai work in progress. Hein. Mais c'est une question qui est son côté. En plus, tu parles de la session franco-marocaine, là, donc qui était à Châtellerault, qui étaient des gens super gentils, encore une fois, mais qui aussi avaient cette espèce d'insistance de trouver donc des racines. Hein, là, encore une fois, et là, on est dans le problème, on est dans une démarche identitaire, pas une démarche historienne, en fait, hein, des racines, en fait, sarrasines. Et là, tout ça pour vous dire, c'est quand même important pour introduire ce qu'on va dire, c'est que c'est une question, on voit bien, on constate bien que c'est une question qui touche beaucoup. Hein. Et voilà, c'est un hotspot, comme vous dites. Voilà. Et donc là, nous, notre travail, c'est d'essayer d'être le plus factuel possible. C'est ce qu'on va essayer, je pense, d'être. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les racines sarrasines et sur l'insistance sur ce terme. Le documentaire que j'ai évoqué tout à l'heure, Nos ancêtres les Sarrasins, qui est aussi un site internet qui est très bien, avec plein d'interviews d'historiens sur plein de sujets, notamment les sujets qu'on aborde là, sur le commerce, etc. Le titre est un peu à double sens, c'est-à-dire c'est Nos ancêtres les Sarrasins, mais est-ce qu'on a vraiment des ancêtres sarrasins et est-ce que à la limite c'est important pour aujourd'hui? Parce que l'association dont on a parlé tous les deux, ou les exemples que tu as pris, insistaient là-dessus. Il faut absolument montrer qu'il y a des racines sarrasines en France, comme si c'était ça qui allait vaincre l'islamophobie ou le racisme. Alors que si on commence à faire une compétition de racines, ça mène à rien et en plus c'est pas notre travail à nous. Donc effectivement on s'est penché, alors notamment on s'est appuyé sur l'archéologie et sur ce fameux ouvrage et sur les travaux notamment de Philippe Sénac que j'ai évoqué. Et les traces, c'est un peu comme pour la bataille de Poitiers, il y en a très peu. Après William en parlera, je pense. Il y a eu notamment au XIXe siècle, commençait à avoir un légendaire sarrasin dans l'ouest de la France et en Provence. Mais à la base, les traces, il y en a sur la bataille, je vous dis, il n'y a rien. Mais sur l'établissement, donc en Septimanie, il y a très peu de choses. Il y a des choses qui sont même inventées. C'est-à-dire qu'à Narbonne, notamment, vous allez avoir pendant des années, même des décennies, des fouilles pour trouver une mosquée. À un moment, on va dire, là, on a trouvé une mirabe, on a trouvé un morceau du minaret, etc. Et en fait, il s'est avéré que ce n'était pas du tout une mosquée qui avait été trouvée. Il y a une tour mauresque là-bas, elle date pas du tout de cette époque, elle date du Xe siècle et c'était une inspiration du style maure, mais c'est pas une tour construite par les musulmans. Vous allez avoir au XIVe siècle, au XIIIe, XIVe siècle, un développement de ce que justement Sénac appelle le goût du sarrasinois et qui va être inspiré notamment par les Morisques qui fuient l'Espagne. Et donc qui vont se retrouver dans le sud-ouest de la France et qui vont inspirer les artistes et qui vont donner des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments sarrasins, mais qui ne sont pas faits par des sarrasins en fait. Les gens qui vont revenir de croisade aussi, ça va inspirer, on le sait, notamment les châteaux forts, et aussi certaines tombes, etc. Donc ça, c'est des petits détails comme ça. Mais au niveau des traces concrètes, on n'a pas grand-chose. On a ce dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, autour on va dire, de la bataille de Poitiers, enfin ce qui se passe avant, ces plombs, ces traces de garnison, de militaires, mais pas de famille. On a les tombes qui ont été évoquées ici, donc ça c'est pour le 8e siècle, donc c'est quasiment rien. Mais les fouilles continuent, c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça se trouve on vient dans 10 ans et
ou dans 50 ans plutôt. Enfin, nous, on ne reviendra pas dans 50 ans, mais il y aura peut-être des choses qui vont nous faire dire, mais c'est le principe de l'histoire. Voilà, il y a des nouvelles découvertes, et on parlait des sources tout à l'heure. Et oui. Une question comme ça qui me vient en tête. Vous connaissez l'origine de l'expression massif des morts Ah, ce serait. Tu veux dire un mot? Ouais, très rapidement. Je vais être très rapide. Le problème, ce qu'on appelle la toponymie, donc en fait, limite la science en fait des noms de lieux, c'est très compliqué. C'est très compliqué, et là en fait, évidemment, il y a tout un légendaire sarrasin qui s'est collé à ça en disant voilà, ça s'est collé surtout au 19e siècle en l'occurrence. Hein, ça, il y a Karine Larissa Basset qui était une anthropologue qui a travaillé là-dessus, qui a fait sa thèse là-dessus, hein, sur le légendaire sarrasin. Et il y a tout un imaginaire qui s'est collé là-dessus. Mais a priori, mort en latin, ça peut dire noir en fait. Donc en fait, ça peut aussi tout bêtement donner, enfin ça vient sans doute d'une description physique en fait du massif en fait. Hein. Donc après, c'est très compliqué. Moi, je peux pas vous dire à 100% non, mais c'est ça, et puis c'est pas ça. Mais la toponymie, il faut vraiment s'en méfier. Surtout que parfois, les tours, comme dit Christophe, les tours sarrasins, voilà, Castel sarrasin par exemple, et tout. Sans compter qu'encore une fois, par-dessus le marché, s'ajoute à ça un légendaire sarrasin qui existe aussi à partir du XIe siècle. Donc là, on rentre dans des détails, enfin dans des trucs, dans l'imaginaire, qui est très compliqué. Je rappelle que même, enfin en l'occurrence, même à Paris, vous avez un imaginaire sarrasin. Même à Paris. La rue de la Tombissoire, a priori, on peut penser que ça viendrait du géant Isoard, en fait, qui est cité dans de nombreuses légendes, en fait, qui serait, selon certains, un géant sarrasin. Alors, ça m'étonnerait qu'un géant sarrasin soit pointé à Paris au 8e siècle. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, donc voilà. C'est une question très compliquée, et là-dessus, moi je botte complètement en touche. Il faut être très très prudent par rapport à ça. Il faut mieux se baser sur l'archéologie et sur l'étude critique des textes. Sauf que, Oui, sauf que les morts, M-A-U-R-E-S, ce sont les termes qu'utilisaient les Romains pour désigner le Maghreb. Oui, mais après, des ouais, Mauritaniens, mais en bien fait. sûr, mais après, tout à fait. Mais après, le problème, c'est que c'est rentré après dans le latin. Le bas latin médiéval, en fait, pour désigner tout ce qui était noir. Et donc c'est compliqué. Tout comme après par glissement, vous avez le blé, ce qu'on appelle le blé de Bretagne, hein, le blé noir, donc le sarrasin, donc les fameuses crêpes, enfin galettes de sarrasin. C'est pas une importation du Maghreb, hein, c'est concrètement parce que par jeu d'association, les Bretons ont dit ah mais le sarrasin c'est associé au noir, et donc le blé, en plus c'est pas du blé en fait, en l'occurrence, hein, il est noir, et donc forcément bah voilà, donc on appelle ça des crêpes sarrasin ou du sarrasin. Donc vous voyez, il faut faire très attention à ce glissement là. Oui bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est là. Les mots. Ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire qu'il y a une. Voilà, bien Ça sûr. n'a rien à voir avec Les mots. Mais en fait, c'est lié. Excusez-moi, juste un petit point d'or, s'il vous plaît. Juste. Non, moi je ne veux pas faire la maîtresse d'école, mais il y a un problème. D'ailleurs, voilà, c'est moi le problème par rapport à la caméra. La caméra est un problème. Pourquoi ? Parce que si on parle sans micro, si on parle un peu... Je sais bien que c'est agréable aussi l'échange un peu comme ça. Mais il faut penser à ceux qui vont écouter ça, et surtout les pauvres collègues qui doivent monter le film, qui vont s'arracher les cheveux. Donc, s'il vous plaît, pensez aussi à eux. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est sympathique cette histoire d'échange, mais en même temps, ça va vous faire perdre un peu le fil. On a tous des questions un peu rentrées. Écrivons-le sur un bout de papier Ouais, puis pour ne pas oublier. au moment des voilà. questions. Par contre, Pardon. non, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est quand même lié au sujet, parce que la toponymie, c'est presque aussi casse-gueule, excusez-moi, que la génétique. Et il y a des noms, nous on en a rencontré, puis Basset on parle dans son ouvrage effectivement, des noms soi-disant sarrasins dans l'ouest de la France ou en Provence qui en fait n'ont rien de sarrasin. Voilà. Et mort, effectivement, il y a un changement de signification avec le temps, le contexte, etc. Mais les morts, je vais y revenir justement quand je vais parler de Fraxinetum. Mais si je reviens au 8e siècle, là, je résume pour le 8e siècle. En gros, à part les traces de garnisons et de soldats, d'objets ayant peut-être appartenu à des soldats sarrasins, on a quasiment rien. Les prétendues traces qu'on avait ne sont pas sarrasines en fait, voilà. À Narbonne notamment.
C'est par exemple, il n'y a pas de traces de mosquée. Il y avait sans doute une mosquée vu qu'il y avait une garnison musulmane. Mais ça ne nous permet pas de dire, par exemple, que la population locale s'est convertie. À Narbonne, ils sont restés une quarantaine d'années, les Sarrasins, avant que Pépin le Bref prenne la ville en 759, donc le fils de Charles Martel. On ne pense pas qu'il y a eu des conversions. Déjà, comme le disait Gabriel Martinez-Gros, au niveau de l'Empire islamique, il a fallu attendre le Xe siècle. Et encore, certaines régions, notamment l'Égypte, les historiens se disent plutôt XIIe, voire XIVe siècle pour certains historiens, pour que la majorité de la population soit musulmane. Donc là, en 40 ans, c'est clair qu'il y a peut-être eu des conversions, mais sans doute même, mais très peu. Et très peu de présence, à part des soldats. Ensuite, ce qui change un petit peu avec le temps, je saute un peu dans les siècles, c'est que, Martinez-Gros en a un petit peu parlé, il y a le commerce, il y a des conflits, mais il y a le commerce qui commence à se développer entre dans l'ouest, dans la Méditerranée occidentale, entre Al-Andalus et le monde franc, on va dire, pour faire simple. Et vous allez avoir un exemple qui est assez connu, vous avez peut-être entendu parler de la garde Freinet ou de Fraxinetum, qui a développé pas mal de fantasmes aussi. Là, c'est un peu l'inverse du 8e siècle, c'est qu'on n'a aucune trace archéologique, mais on a des textes. Donc c'est l'inverse de Narbonne et compagnie. Des textes des deux côtés d'ailleurs, et qui parlent d'un établissement sarrasin, c'est au Xe siècle, dans la région de Saint-Tropez à peu près. Et il y a eu beaucoup de débats entre les historiens autour de ce sujet qui ça fait relativement consensus. Il y a notamment donc Sénac toujours qui a travaillé dessus, mais aussi Christophe Picard, sur plus largement ce qu'on appelle la piraterie sarrasine, mais qui sont en fait des corsaires et des marchands, c'est tout à la fois. Et on sait qu'il y a eu un établissement, on est quasiment sûr, il y a trop de sources qui en parlent pour qu'il n'ait pas existé, qui aurait duré plusieurs décennies dans la région de Saint-Tropez. Le souci, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Parce qu'à la même époque, vous avez les comtes de Provence qui se battaient entre eux, il y avait des luttes d'influence à l'époque, et il y avait certains pillages qui étaient mis sur le dos des Sarrasins, alors qu'en fait, c'était les comtes qui se pillaient entre eux. Ensuite, les Sarrasins eux-mêmes, sans doute, faisaient du pillage. Ils ont fait un enlèvement célèbre, ils ont enlevé le Mayol, l'abbé de Cluny, pour avoir une rançon, etc., ce qui est assez banal pour des pirates. Mais aussi, en fait, on s'est rendu compte, c'est notamment Christophe Picard qui a travaillé là-dessus, que Fraxinetum était un lieu important des relations à la fois diplomatiques, militaires et commerciales entre le monde franc et l'émirat et ensuite le califat omeyyade de Cordoue. Et donc c'est un point d'appui de ces relations. Donc ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était un endroit important qui, selon les périodes, était soit un endroit de commerce, soit un endroit d'affrontement. Et qui était un peu à l'image des relations entre les deux États, on va dire, au Xe siècle. Donc au Xe siècle, avant 929, c'est l'émirat omeyyade, et en 929, vous avez la proclamation du califat omeyyade de Cordoue. Donc c'est un établissement qui est important, mais dont on ne sait pas où il était en fait. Il était sans doute dans le massif des morts, justement, mais on ne sait pas où exactement. Ça, c'est pour le Xe siècle. On a aussi retrouvé notamment l'ouvrage qu'évoquait William, on parlait tout à l'heure, des épaves de navires. Tu vois pas ? Ouais, je t'introduis juste. Des épaves de navires au large de la Provence. Mais là, on ne sait pas s'ils allaient faire le commerce en Provence ou s'ils avaient coulé en faisant le commerce avec l'Italie. Parce que vous aviez, au Xe siècle et au XIe siècle, surtout au Xe siècle, un commerce assez important entre certaines cités italiennes, Amalfi notamment, et le monde musulman. Alors, l'ouest, mais surtout encore plus l'est avec Alexandrie notamment. Donc il y a ces vestiges-là et ensuite d'autres vestiges que je vais évoquer après. Alors, sans compter qu'en plus, il y a 4 épaves, donc ça fait longtemps qu'elles ont été retrouvées. C'était dans les années 60, donc elles sont connues depuis longtemps, elles ont été étudiées plusieurs fois. Épaves, donc évidemment, c'est de l'archéologie sous-marine. Il y en a une à Cannes, une à Marseille, une à Saint-Raphaël, par exemple. Donc, c'est des épaves qui sont un peu dispersées sur la côte d'Azur. Mais c'est des épaves qui se ressemblent quasiment toutes, qui ressemblent à des navires romains tardifs, mais en fait c'est des navires de l'ère islamique. Alors très rapidement, donc parce que bon là c'est des sources, c'est des travaux qui ont été faits. On a retrouvé dans ces épaves un matériel similaire. Donc en fait c'est des grandes jarres, ce qu'on appelle les grandes jarres un peu qu'on a déjà dans les navires romains, donc des dolias, donc c'est des espèces de grandes amphores et tout. On pouvait mettre de nombreux
des denrées. Il y a eu aussi des petits vases en fait, notamment pour le transport de vin, mais aussi des petits vases qui servaient aussi à être vendus, parce qu'à l'époque, dès cette époque-là, il y a une espèce de fascination pour les vases en fait orientaux, en fait des vases qui viennent donc de l'ère islamique. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors on a encore une fois dit Christophe, c'est pas sûr que ces navires-là allaient à Fraxinetum, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que certains de on a trouvé des vases de ce même type dans des demeures aristocratiques franques de la même époque. Donc il y a évidemment fort à parier qu'il y avait un commerce extrêmement important. Et là, en fait, on va faire un peu de comparaison. C'est ce qui peut nous permettre un peu de comprendre comment ça se déroulait. C'est que vous avez quasiment la même chose qui se passe à la même époque, mais au nord. Parce qu'on est au 9e siècle, 9e, 10e siècle, où en effet, on a quasiment aucune source écrite, hein. C'est des sources tardives en fait, hein. C'est des sources qui ont été écrites après. Ce qui pose aussi un problème, parce que comme l'a dit Christophe, pourquoi quand vous, dans certains textes, notamment des textes d'ecclésiastiques, on dit nous avons, ou le vénérable abbé a été attaqué par d'immondes sarrasins, en fait ça se trouve c'est des simples brigands, ou c'est un nobliau local en fait qui s'est pris à l'abbé, et sarrasin c'est une forme d'insulte en fin de compte. À l'époque ils comprenaient ça. Aujourd'hui, avec le recul, on n'a plus la clé. Donc ça se trouve, c'est pas du tout des sarrasins en fait, hein. Donc ça c'est très problématique, hein. Et donc ça c'est extrêmement compliqué. Le truc c'est que je reviens à la comparaison avec le nord de la Gaule. Dans le nord de la Gaule, 9e, 10e siècle, vous avez aussi les Vikings. Les Vikings, ils font strictement la même chose en l'occurrence, hein. Ils ont des espèces de comptoirs, hein, qui leur sert à la fois de comptoir de commerce, mais aussi de base en fait, de temps en temps, hein, quand ils décident de lancer des raids, hein, parce que ça arrive. Hein, donc, par exemple, on a aussi ça en Sicile, hein, par exemple, avec ce qu'on peut appeler l'économie du djihad. En fait, c'est assez marrant parce que en Sicile, par exemple, vous allez avoir carrément une partie de la Sicile qui est musulmane, l'autre c'est des Grecs, hein, des cités qui sont liées à l'Empire byzantin, et on commerce pendant quelques temps, et lorsque les musulmans ont besoin d'argent, en fait, eh ben, ils vont attaquer les villes, et puis ils disent, bah, écoutez, soit vous nous payez un tribut, soit on attaque. Et bah, généralement, les villes payent un tribut. Donc en fin de compte, et on a exactement, quelque part là, le djihad, c'est quasiment un prétexte en fin de compte, hein. Ce que dit William là pour ces exemples précis, en fait, c'est l'histoire de la Méditerranée médiévale, hein. C'est ça, du côté chrétien, c'est pareil. Les cités italiennes, elles faisaient du commerce en accompagnant les croisés. La prise de Constantinople en 1204, c'est d'accord, on vous accompagne pour faire la croisade, mais on fait un petit détour par Constantinople pour nous payer, et puis pour détruire le concurrent principal du commerce. Donc tout est lié, et c'est toujours dans les deux sens. Les relations, et vous avez, c'est assez marrant, vous avez des textes des deux côtés qui interdisent le commerce avec l'adversaire, et puis ils disent oui, et puis en fait, dès que la guerre a arrêté, ils recommencent le commerce, voire parfois pendant la guerre. Voilà, c'est tout le temps comme ça. D'autant plus au 9e, 10e siècle, où là, tu n'as même pas d'interdit religieux. En fait, voilà, donc voilà. Et donc, on peut faire une comparaison avec, quelque part, Fraxinetum et les grands comptoirs vikings, où c'est strictement la même chose. Commerce pendant de nombreuses années, et quand on organise des grandes expéditions, eh bien, ces comptoirs-là, hein, qui sont placés évidemment sur le littoral, en fait, hein, bah, servent tout bêtement de camp de base, en fait, hein, tout bêtement. C'est aussi simple que ça. Et Fraxinetum, ça marche. Alors, encore une fois, on va mettre ça au conditionnel, ça marcherait, ça aurait marché, hein, parce qu'encore une fois, on n'a pas trouvé le lieu. On suppose que c'est la garde freinée, hein, mais bon, rien n'est moins sûr, hein, et donc ça aurait marché de strictement de la même manière, en fait, hein. Donc, on ne peut pas s'imaginer, voilà, une espèce de, alors limite le terme pirate, en fin de compte, ça dépend des fois, en fait, hein, donc voilà. Et donc il faut imaginer, c'est quasiment certain qu'il y a évidemment des relations commerciales extrêmement soutenues, en fait, entre les différentes aires, et surtout en plus par-dessus le marché. Comme tu dis, on n'est pas sûr que les navires, est-ce qu'ils faisaient directement les 4 étapes, et ça c'est pareil, hein, est-ce que ces navires allaient faire du commerce directement avec le sud de la Gaule ou avec l'Italie, d'autant plus que la géographie, on va dire, de la zone islamique est faite de telle manière que vous avez une zone en Espagne et en Afrique du Nord, et vous avez une zone au sud de l'Italie, et parfois pour se relier, et y compris aussi en Corse en partie, et donc pour se relier, eh ben, on cabote, hein, donc on suit le littoral. Donc il y a fort à parier aussi que Fraxinetum, ce soit tout bêtement aussi quasiment un gîte d'étape, en fait, quelque part. Donc voilà. Et pour revenir là-dessus, je fais une mini digression, mais c'est parce que c'est les Vikings qui m'ont fait penser à ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, il y a eu des découvertes
en Scandinavie, parce que je dis Scandinavie parce que je ne sais plus quel pays exactement, de noms soi-disant arabes et de référence à Allah sur des vêtements. Donc en fait, il s'est avéré que c'était pas vrai, mais il y a eu des relations commerciales aussi entre les Sarrasins et les Vikings, mais plutôt en passant par la Russie ou l'Europe de l'Est. Et on a trouvé des dinars, etc., en grand nombre en Scandinavie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des Sarrasins sur place, peut-être quelques marchands. Mais c'est en fait la monnaie que les marchands vikings avaient ramenée chez eux. Donc vous voyez, une présence de monnaie, une présence de matériel, on va dire, ne dit pas forcément une présence humaine. Ou alors peu de personnes. Et c'est le cas notamment dans les villes de commerce du sud de la France ou de la future France. Il y a deux exemples qui sont relativement connus, qui ont aussi amené à des légendaires sarrasins, et à Montpellier et Marseille. Alors surtout Montpellier. Montpellier, vous avez à la fin du 19e siècle des stèles funéraires musulmanes qui ont été découvertes. Il y en a une qui est représentée ici, je vous montre vite fait. Et donc qui pose encore question. On ne sait pas trop si c'était des musulmans qui étaient sur place, par exemple des marchands, et qui avait un cimetière musulman, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'autres stèles qui ont été retrouvées. On ne sait pas si c'est des stèles qui ont été importées d'Orient, parce que vous avez des gens qui étaient en Orient qui, je vous disais, pour les châteaux, pour différents aspects artistiques, étaient intéressés par des objets de là-bas et qui pouvaient ramener ce genre d'objets. On n'en sait rien, parce que dedans, on n'a pas trouvé de corps. Donc, il y a des noms, et il y en avait un, on pense qu'il était étudiant. Une des stèles mentionne un étudiant. C'est intéressant parce que Montpellier, au Moyen-Âge, était une ville universitaire, on va dire, très importante, médecine notamment, et on peut penser qu'il y avait des étudiants sarrasins à l'université de Montpellier, comme il y avait des étudiants chrétiens dans certaines écoles musulmanes. Vous savez, les échanges, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les échanges qu'il y a eu entre Al-Andalus et le monde chrétien, ces contacts qu'il y a pu avoir au niveau culturel, au niveau scientifique, etc. Voilà, mais on n'a aucune trace précise. Il y a des histoires, à un moment, un légat du pape serait passé à Montpellier, il aurait été appelé par quelqu'un qui lui aurait parlé en arabe, donc ça veut dire qu'il y avait peut-être un arabe à Montpellier, enfin voilà, on n'en sait rien. Un bel, donc un gouverneur il y aurait eu un texte pour interdire les musulmans d'être gouverneurs de Montpellier, ce qui pourrait dire que, éventuellement, il pouvait y en avoir qui le deviendraient, mais voilà, c'est toujours des suppositions. Il y a plein de choses comme ça. À Marseille, en revanche, il y a des vraies traces, mais des traces relativement, pas énormes, et plutôt de commerçants. Il y avait un quartier de Potiers notamment où il y a eu des traces, on sait que c'était des marchands et des artisans d'origine normalement d'Al-Andalus. Donc c'était des Sarrasins d'Al-Andalus. Plutôt au niveau c'était plutôt au XIIIe, XIVe siècle. Donc on en revient toujours à la même chose. Il y a des gens, mais ils sont en relatif petit nombre. C'est pas des installations pérennes d'énormément de personnes. Qu'est-ce que tu veux dire un truc ? Ouais, bah, tu me diras plus. Et non, dis-le maintenant pour Marseille. Sur Marseille, ce qui est intéressant, là, pareil, je tiens ça de Catherine Richarté, Roland Perguero et Jean-Michel Poisson, donc, qui sont les directeurs de l'ouvrage dont j'ai cité tout à l'heure, Héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne. Et par exemple, à Marseille, là, récemment, en fait, c'est une recherche qui est en cours. Hein. Donc là, il n'y a pas de publication pour l'instant par rapport à ça. Il y a a priori 7 tombes musulmanes qui ont été retrouvées, donc 12e, 13e, a priori, un siècle. Hein. Et a priori, donc, il y avait un quartier de potiers, parce qu'encore une fois, la poterie, donc l'art arabe de la poterie était très apprécié. Donc il y avait des potiers qui étaient installés. Le problème, encore une fois, c'est qu'on a des textes normatifs, y compris les textes de Saint-Louis par rapport à ça. Donc, mais le truc, c'est que on ne sait pas si ces gens-là étaient là en famille. A priori, non. Voilà. Mais pas sûr, voilà. On ne sait pas combien ils étaient. Alors là, les statistiques, vous pouvez oublier. Hein, donc, c'est extrêmement compliqué. Par contre, il y a quand même une présence certaine qui était là, parce que là, on a des traces archéo pour le coup et des traces écrites. Ça, c'est un peu comme à Montpellier, hein, même si Montpellier, on a moins de traces archéologiques. Hein. Mais là, on a des traces archéologiques pour Marseille. Et voilà. Donc, c'est quand même ça. C'est pour le coup, c'est assez intéressant. Mais encore une fois. Notez bien qu'on est dans l'ère méditerranéenne, hein, dans la zone méditerranéenne, dans une zone en fait qui, depuis la plus haute antiquité, est habituée à des échanges en fait, hein, qui est complètement connectée. Hein, et donc, vous avez aussi, de l'autre côté de la Méditerranée, dans le Maghreb, des comptoirs en fait, un marseillais. Ça existe. Hein, donc, on est dans une forme en fait assez normale en fait. Hein,
Justement, par rapport au comptoir, je rebondis là-dessus, je voulais en parler justement. Ce qu'il faut vous compreniez du fonctionnement du commerce au Moyen-Âge, notamment dans l'ouest de la Méditerranée. Dans la première moitié, on va dire, c'était plutôt les musulmans enfin les Sarrasins ou les musulmans qui étaient les leaders. Et dans la deuxième moitié, ça va être les Vénitiens, les Génois, etc., qui vont se faire la guerre entre eux aussi pour l'emporter. Et j'ai parlé de la période 8e, 10e siècle, donc entre Al-Andalus et le monde franc, où vous aviez des pirates. Donc quand c'est un pirate, en gros, les pirates de Fraxinetum, ça veut dire qu'ils vont faire du pillage pour eux. Quand ils sont corsaires, ça veut dire qu'ils vont faire du pillage pour Al-Andalus. Ils sont aux ordres. Et puis quand ils font ni l'un ni l'autre, ils font du commerce normal. Vous voyez, ça peut être les mêmes en fait qui vont faire la même chose. Ensuite, pour le commerce, on va dire plus traditionnel, il y a effectivement des quartiers. Mais c'est plus le cas dans le monde musulman, parce que c'est très réglementé dans le monde musulman. Vous avez des quartiers avec ce qu'on appelle des fondouks. C'est des bâtiments ou des quartiers même, qui sont réservés aux marchands chrétiens, qui sont très réglementés. Il faut qu'ils passent par la douane, etc. Et vous avez une vraie présence de marchands chrétiens dans les grands ports musulmans. Alors, notamment, si on prend un peu plus tardivement tout ce qui est l'émirat ou le sultanat de Grenade, vous avez Malaga, qui a été surnommé par un historien une colonie génoise quasiment, parce que vous aviez beaucoup de marchands génois à l'époque qui s'installaient là-bas. C'est moins le cas quand même dans le sens inverse. C'est-à-dire que les traces de marchands ou de quartiers musulmans dans les ports chrétiens sont plus difficiles à trouver, sont moins systématiques. Et on pense qu'en gros, il y avait globalement moins de présence que dans le sens inverse. Dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, le commerce va être fait par les bateaux chrétiens, mais parfois, sur les bateaux chrétiens, vous allez avoir des marchands musulmans, en fait. Vous voyez, donc il y a toujours une interconnexion comme ça. Pour les traces, comme l'a dit William, à part les marchands, des quartiers de potiers, etc., des artisans, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, la dernière chose qui est aussi évoquée dans l'ouvrage que William a mentionné, au niveau de la présence, c'est aussi les esclaves. Alors là, les esclaves, c'est encore pire, si je puis dire, c'est que pour les traces, on n'a quasiment rien. On sait qu'il y avait des esclaves, mais à un moment, à la limite, quand ils sont encore esclaves, ça va, mais certains sont affranchis, et à partir du moment où ils sont affranchis, ils disparaissent. Pas physiquement, évidemment, mais des sources. Et on peut penser que les esclaves qui étaient échangés, des esclaves qui venaient de la Méditerranée, pas des esclaves d'Afrique subsaharienne comme les siècles suivants, quand ils arrivaient dans le sud de la France, après, ils disparaissaient et on peut penser que certains ont fait souche, comme on dit, même si le terme, on peut contester le terme comme le terme de Racine, mais là, il y a quasiment rien. Donc, si je fais un bilan juste de la présence, entre le 8e et le 15e siècle, en gros, on a très peu de choses. C'est en cours pour l'archéologie. On sait qu'il y avait, pour la partie, on va dire, conflit, sans doute des garnisons, enfin, il y avait sûrement des garnisons, sans doute sans leur famille, et plus tard des commerçants. Mais une vraie installation pérenne d'une grande population, non. D'ailleurs, ça contredit en même temps les fantasmes, pour revenir à la bataille de Poitiers, que Abdelrahman serait venu avec des centaines de milliers de musulmans derrière lui, des choses qui ont été dites au Moyen-Âge, mais qui sont reprises aussi récemment dans des ouvrages à relatif succès maintenant, de personnages dont je ne donnerai pas le nom, excusez-moi, mais c'est des fantasmes en gros d'invasion. Mais ça, non, il n'y a aucune trace que les raids étaient suivis des populations pour s'installer, en fait. Donc voilà. Après, je terminerai là-dessus. Au niveau de la présence, on a ça. Au niveau des relations plus larges, j'ai déjà un peu évoqué les relations commerciales entre Al-Andalus et le monde franc. Vous avez d'autres types de relations qui sont intéressantes et qui montrent justement qu'il n'y a pas un affrontement binaire, un affrontement civilisationnel entre l'Occident chrétien et le monde musulman. Il y a des exemples que vous connaissez. Le premier, les deux concernent Charlemagne, c'est plus simple. Le premier, c'est plutôt la carte d'après. C'est ce qui a mené à la fameuse bataille de Roncevaux, dont la chanson de Roland parle dans des termes, William en a un petit peu parlé tout à l'heure. La bataille de Roncevaux, pour faire la version courte, vous avez d'un côté Charlemagne qui n'est pas encore empereur, et de l'autre, dans l'émirat de Cordoue, donc des divisions, des affrontements entre berbères et arabes, entre berbères et berbères, et entre arabes et arabes. Enfin bref, c'est de la guerre civile, pour faire simple, en Al-Andalus, qu'a un peu évoqué Martinez-Gros tout à l'heure. Et donc vous avez des villes qui sont dissidentes du pouvoir de Cordoue, et vous avez des ambassadeurs qui partent demander l'aide à leurs voisins, et notamment à Charlemagne. Et Charlemagne se dit
les Saxons, ils commençaient à être un peu fatigués de se battre contre les Saxons, et donc on ne sait pas trop pourquoi en fait. Il va obéir, enfin il va pas obéir, il va dire oui à cette aide. Il va redescendre, vous voyez la flèche. Il va aller à Saragosse pour aider les Sarrasins qui sont venus lui demander de l'aide. Mais quand il arrive, la situation politique a changé. Je ne rentre pas dans les détails, et donc il peut plus agir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il repart, et comme le disait William tout à l'heure, les troupes de l'époque fonctionnent sur le butin. Donc sur son chemin du retour, il pille Pampelune, qui n'est pas une ville sarrasine, qui est une ville chrétienne. Et qu'est-ce qui lui arrive ? En tout cas à son arrière-garde, en passant les Pyrénées, elle est prise en embuscade à Roncevaux par les Basques, on va dire pour faire simple. Donc pas les Sarrasins, comme le dit la chanson de Roland. Voilà, donc c'est la première expérience, on va dire, de Charlemagne avec les Sarrasins, une alliance avec une partie, avec des dissidents sarrasins. Il revient plus tard, à Martinez-Gros en a parlé, cette fois pour conquérir, et donc c'est là qu'il prend Barcelone en 801, et qu'il va créer la marche d'Espagne, qui est en fait la future Catalogne. Voilà. Alors, l'histoire de la Catalogne serait trop compliquée d'entrer dans les détails, mais il va repousser les Sarrasins, et à cette époque-là, donc là on est vraiment dans le conflit. Et puis il y a l'autre exemple dont vous avez entendu parler, c'est alors l'alliance, on me dit souvent l'alliance, mais c'est pas une alliance, avec Haroun al-Rachid, le calife abbasside, le grand calife abbasside, très connu. Des ambassades ont été envoyées dans les deux sens, et ça a même commencé à l'époque de Pépin le Bref, c'est-à-dire le père de Charlemagne, qui va envoyer des ambassades, et inversement au calife de l'époque, qui n'était pas encore Haroun al-Rachid. Et Charlemagne va faire la même chose, il va y avoir des échanges de cadeaux, fameux éléphants, il y a plein de choses. Quel est le but de ces échanges, de ces contacts ? C'est la rivalité entre les trois empires, en fait, parce que Gabriel Martinez-Gros a parlé de deux empires, parce qu'il a fusionné un peu les Carolingiens et les Byzantins, mais en fait, ils étaient eux-mêmes en concurrence pour le trône impérial, pour être les vrais empereurs romains, si je puis dire. Et donc Charlemagne se dit moi je veux être l'empereur, c'est moi le vrai empereur, et l'empereur de Constantinople, c'est pas le vrai empereur, donc c'est mon rival. Et le calife, il dit mon rival, parce que les premiers rivaux des musulmans au Moyen-Âge, en tout cas au moins la première moitié, c'est pas les Francs, ce sont les Byzantins. Ils n'arrêtent pas de se taper dessus. La date de 717, le siège de Constantinople qui échoue, est plus importante, on va dire, au niveau de l'histoire de la Méditerranée que la bataille de Poitiers, par exemple. C'est un vrai arrêt des conquêtes de ce côté-là. Et donc, il y a un intérêt commun entre Charlemagne et Haroun al-Rachid d'éventuellement s'allier, mais au bout du compte, ça ne va rien donner de concret, contre l'empereur byzantin. Parce que Charlemagne estimait qu'il était le seul à pouvoir être le successeur des empereurs romains, et ce n'était pas l'empereur byzantin. Donc vous voyez, au niveau des relations, alors après, il y a toute la période des croisades, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sur cette période-là, c'est à la fois des relations conflictuelles, évidemment, des relations diplomatiques et beaucoup de relations commerciales. Au niveau de la présence, c'est tout relatif, même si petit à petit, au fil des siècles, il y a une présence de plus en plus pérenne, notamment dans les villes de Marseille et de Montpellier, dans le sud-est, grâce toujours au commerce. Moi, je finis juste très rapidement quand même, parce qu'il y a aussi un autre, parce qu'on pourrait aussi prendre ça on peut prendre cette question justement de la présence orientale sarrasine de plusieurs manières. Il y a aussi quand même, ça faut le rappeler aussi très rapidement, des échanges culturels très forts. Alors bon, il y a évidemment, Christophe en a un peu parlé, les échanges évidemment sur les grands textes, par exemple la traduction d'Aristote, donc je ne reviens pas sur la polémique d'il y a quasiment 10 ans maintenant autour du livre de Sylvain Guggenheim, qui s'est fait très justement descendre. Aristote au Mont-Saint-Michel, qui postulait qu'il n'y avait pas eu de transmission des textes d'Aristote par Al-Andalus, mais que c'était des moines chrétiens qui les avaient gardés bien au chaud, puis qui les ont sortis au bout de quelques siècles. Évidemment, c'est complètement faux. Bon, il y a ça, mais il y a aussi des éléments, et ça pour le coup l'archéologie renseigne beaucoup plus par rapport à ça, des éléments plus de vie quotidienne. Ça, c'est des choses qu'on oublie, mais évidemment il y a eu des contacts, et pas que par l'espace méditerranéen, pas que par la mer Méditerranée, mais aussi là sur un sujet que je connais plutôt bien, c'est aussi par les flux transhumants, parce que vous savez qu'il y avait des grandes transhumances, notamment
en Espagne qui étaient organisés, qui partaient parfois du haut de la Castille et qui arrivaient à la lisière en fait du monde des taïfas et des royaumes musulmans. Et parfois les bergers en fait c'était des chrétiens ou des musulmans. Ça pour le coup on a des renseignements par rapport à ça. C'était parfois mélangé. Ce qui fait que vous allez avoir parfois des bergers musulmans qui vont hiverner en fait. Mais ils hivernent en fait. Donc ils hivernent au nord. Ils hivernent au nord donc dans le royaume de France. Et a priori, par exemple, ces espèces de contacts-là permettent aussi la transmission de techniques, de culture, des transmissions aussi de fruits et légumes, par exemple. Ça, c'est assez connu, mais bon, les abricots, par exemple, des choses comme ça. A priori, par exemple, l'artichaut. L'artichaut viendrait aussi de l'espace méditerranéen, de l'espace islamique. Et ça passerait aussi par les bergers. On peut aussi, par exemple, parler du papier aussi, un papier qui vient du monde asiatique, chinois en l'occurrence, mais qui est transmis en fait là pour le coup par l'Occident et par les là c'est pas en France mais c'est par les marchands italiens, qui est transmis en Occident par les marchands italiens, ce qui permet en fait une grande révolution dans les techniques en fait en Occident. Et je finis aussi très rapidement, après on passera aux questions sur les. Ah, tu as encore un petit truc à dire. Ok. Sur le légendaire sarrasin, là pour le coup, encore une fois, Christophe l'a évoqué tout à l'heure. Donc cette espèce de, ces grandes, c'est le nombre, c'est cette espèce de et ça on l'a croisé souvent en fait quand on a fait de présentation du bouquin sur la bataille de Poitiers. Souvent les gens disaient mais moi je suis, on a eu plusieurs fois des cas de gens qui sont venus nous voir, mais moi je suis, alors là pour le coup, pourtant c'était des gens, ils s'appelaient Robert, je sais pas quoi, Robert Martin, il disait mais moi je suis sarrasin, voilà, depuis 13 siècles. Bon, ok, voilà, donc et en fait il dit parce qu'en fait le nom de ma grand-mère c'était Moron, M-A-U-R-O-N, donc forcément Moron ça fait mort et donc forcément et en plus ça a été brune et tout, donc voilà, donc okay. Non mais je vous assure, c'est beaucoup de gens comme ça en fait. C'était assez impressionnant. Et là-dessus, ou alors on nous disait moi dans la ferme à côté de la ferme de mon grand-père, voilà, il y avait une stèle qui était marquée en arabe et en fait c'était une stèle du Moyen Âge. Et après quand on creusait, on disait mais elle a été faite quand ? Est-ce que vous avez des photos ? Non, mais c'était une stèle du Moyen Âge. Oui, mais c'était où cette stèle ? Je sais plus. Enfin, voilà. Donc en fait, on a une espèce d'imagerie comme ça qui est vraiment présente pour le coup et qui était assez frappante. Et là, Karine Larissa-Basset a fait sa thèse là-dessus sur cette espèce de légendaire sarrasin. Et ce qu'elle montre, en tout cas ce qu'elle propose, et en fait quand on regarde, c'est souvent le cas, c'est que tout ce légendaire-là généralement apparaît dans les textes au XIXe siècle. Et ça apparaît surtout de la part d'auteurs qui sont des lettrés, qui vont faire des comparaisons entre des populations, on va dire, paysannes, mais en France en fait, avec une comparaison avec les populations coloniales. Ça va même être parfois l'inverse. Vous allez avoir, là, moi j'ai écrit un petit papier là-dessus il y a longtemps en fait, il y a d'autres qui ont travaillé dessus, où vous allez avoir une espèce de projection où on va comparer les populations coloniales avec des Français du Moyen-Âge, ou des paysans. Par exemple, vous allez avoir à l'époque de la conquête du Sahara, pendant la colonisation, on va comparer certains Touaregs, par exemple, on va inventer, mais là pour le coup complètement inventer, l'histoire que oui, mais les Touaregs, ils ont des épées en forme de croix, un peu comme des chevaliers, donc forcément, en fait, ces Touaregs-là, qui en plus, pour beaucoup, vous savez qu'à l'époque, on est dans l'anthropologie raciale, pour racialiste, certains sont un peu plus clairs que les Arabes, donc en fait forcément c'est qu'ils ont des racines françaises, et donc en fait oui, mais c'est en fait des descendants de croisés de Saint-Louis après la 8e croisade à Tunis qui sont enfoncés dans le désert après une histoire complètement rocambolesque évidemment, et qui ont fait souche là-bas. Et il y a exactement la même chose pour Poitiers. Voilà, et vous avez la même histoire mais inversée pour Poitiers. Et c'est frappant, et ça vient de l'anthropologie raciale et tout. Et l'autre, que je le dis tout à l'heure, l'autre comparaison, c'est vraiment de dire, de comparer les campagnards français à des coloniaux en fait, ou à des colonies en fait. Et d'ailleurs, vous avez même parfois, ça va même très loin, quand vous allez avoir la répression parfois du peuple parisien en 1848, vous allez avoir des généraux en fait qui vont en charge en plus la plupart des ouvriers parisiens à l'époque viennent de province, donc viennent de Bretagne, voilà, d'Auvergne et tout,
qui vont les comparer explicitement en disant c'est des indigènes de l'intérieur. Donc vous voyez, à force, cette espèce de discours surplombant, en fait, va aussi influer sur le discours des gens localement qui vont se dire ah bah si on dit qu'on est un peu des indigènes de l'intérieur, c'est qu'on doit l'être réellement. Et donc ce légendaire, ça c'est Karine Larissa-Basset qui le dit, c'est que ce légendaire sarrasin, il vient sans doute de cette espèce d'imagerie en fait qui accole encore une fois les provinciaux, d'autant plus s'il y a plus c'est des provinciaux du Midi, parce que je vous rappelle qu'au 19e siècle, il y a pour le coup un véritable, et là j'emploie le terme réellement, c'est un véritable racisme à l'égard des méridionaux en fait. Les gens qui ont un accent comme ça, c'est terrible en fait, c'est très très mal vu. Et ce qui est assez fascinant, c'est que vous allez retrouver ça va être repris dans les années 60-70 de manière positive. Ça, elle ne l'a pas trop vu, mais en fait, moi je suis tombé dessus parce que je suis tombé par hasard, notamment sur un bouquin qui était édité par Maspero, qui était un bouquin fait par un collectif occitan. Donc dans les années 60-70, on redécouvrait ces racines occitanes, ou bretonnes, ou picardes, qu'importe. Et là, chez ces militants occitans, quand ils écrivent l'histoire de l'Occitanie, ils font vraiment un parallèle. Eux-mêmes, ils décrivent comme étant, ils disent que l'Occitanie est une colonie de l'intérieur. Alors déjà, comme ça, c'est marqué. Et ils font un parallèle entre leur lutte et celle du FLN algérien dans les années 60. Alors, on va dire c'est pas trop la même chose, mais déjà, mais qu'importe. Mais en fait, et par-dessus le marché, ils projettent cette espèce de comparaison, y compris dans le passé, et ils vont dire que les Aquitains, si tu peux remettre la carte d'avant, les Aquitains en fait qui étaient en fait en fin de compte alliés avec Abderrahmane contre Charles Martel, parce que ensemble ils luttaient contre l'impérialisme français en fait. Et je peux vous assurer, c'est marqué parfois comme ça en fait. Et donc, ce qui n'est pas totalement faux, avec d'Aquitaine qui était. Ouais, ce qui n'est pas totalement faux, mais en fait là on n'est pas dans un. Là eux ils ont un discours nationaliste quelque part. Et donc ce qui fait qu'il y a une espèce de comparaison en fait, qui est de mise en parallèle qui est projetée dans le passé et qui est évidemment complètement délirante, quoi. Et donc ça explique aussi cette espèce de survivance, je pense, de cette espèce de légendaire sarrasin, parce qu'en fin de compte, ce qui était inventé comme une espèce de parallèle un peu disqualifiant, est repris par les gens en fait, pour en faire quelque chose de positif en fait. Ça permet aux gens de se distinguer quelque part par rapport notamment au parisianisme en fait, qui cherchait à donner donner la norme en fait. Donc ça c'est extrêmement intéressant. En plus, il faut comprendre que ça c'est pareil, c'est un phénomène complexe. Karine Larissa-Basset, elle se base sur des interviews notamment qu'elle fait en fait avec des gens qui sont assez âgés. Elle a fait son travail dans les années 90, elle a interviewé des gens qui avaient parfois 90 ans. Donc, mais c'était quand même assez intéressant de voir que dans ce discours-là, et parfois en plus elle a remarqué que souvent les gens qui avaient ce discours-là, c'était des gens issus de milieux sociaux assez marginaux ou dans des villages en fait qui étaient mal vus, qui étaient des villages parfois à côté de marais, de marécages et tout. Donc il y a toute une espèce de discours comme ça qui est assez fascinant, mais qui est encore une fois très 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 certainement une complète construction, imagination en fait pour le coup contemporaine. Ouais. C'est bon ? Non, mais c'est bon alors. Merci. Karine, c'est dans le bouquin, Karine Larissa-Basset, c'est à la fin. Karine Larissa-Basset. Basset, ouais. Elle est dans la bibliographie. Elle est dans la bibliographie, en fait, donc vous avez à la fin. Dans les derniers chapitres, il est marqué un truc, c'est bon, c'est légendaire, je vous montrerai. Je me demandais s'il y avait des liens possibles ou des liens qui ont été établis avec le travail à tendance démographique d'Emmanuel Todd, qui parle quand même un peu des modes de vie, et on peut imaginer que... Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais voilà, je pose la question. Non, parce que des migrations peuvent se faire selon la structure familiale. En fait, on peut imaginer ça. Enfin, c'est pas une question qui vous est venue à l'esprit. Alors, nous, déjà, à la base, comme on travaillait surtout sur le Moyen-Âge, c'était un peu compliqué. Le lien qu'on faisait entre notre période et la période contemporaine, c'était ce légendaire, c'était l'imaginaire. On n'a pas travaillé sur des données contemporaines, notamment Emmanuel Todd par exemple, même si avec Emmanuel Todd on peut dire plein de choses. Mais là-dessus, non. C'est vrai que nous, les seules choses sur lesquelles on a pu vraiment
réfléchir, c'est ce que nous disaient les gens sur place. On n'a pas travaillé sur des statistiques comme démographiques comme ferait Todd. Mais c'est vrai que les gens ont rencontré. Il y avait, moi, je me rappelle à la bataille sur le site présumé de la bataille, un vieux monsieur qui arrivait, qui avait tous ces papiers, qui disait voilà, je vais vous prouver par la toponymie et par ma généalogie que je suis sarrasin d'origine. Ok, d'accord, mais si vous voulez, mais après on essaie de lui expliquer, puis bon, mais voilà, c'est que de cet aspect-là. Au niveau, non, Manuel Todd, je vous avouerai que pour d'autres raisons, j'ai plutôt tendance à le fuir. Donc, j'ai pas travaillé sur, enfin, on n'a pas travaillé sur ce qui disait. Alors moi j'ai une amie qui est historienne et qui a travaillé beaucoup sur l'histoire des foires au Moyen-Âge et qui m'a dit que dans certaines foires de l'Est de la France, ils avaient trouvé des maisons qui étaient dirigées vers la Mecque et qui pensaient que ça devait être certainement habité par des commerçants arabes qui venaient à l'occasion de ces foires. Et d'après elle, mais ça je n'ai aucune information là-dessus, ça aurait pu être en France, en Allemagne, et en Belgique et même en Hollande. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que vous avez des connaissances là-dessus? Alors, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Hein. Alors, je sais pas si votre amie est historienne, elle a publié. Oui, elle est en retraite depuis 15 ans. Ah, d'accord. Non, parce qu'après le problème, c'est que c'est des trucs. Moi, justement, je me suis intéressé aux foires quand je bossais à Provins, en fait, et j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Donc, encore une fois, je peux pas vous dire oui ou non. Il y a peut-être eu des marchands qui venaient de l'ère islamique dans les foires. Après, quand même, le système des foires est un système en fait par échelle. Hein, tout le commerce au Moyen-Âge, je prends l'exemple du commerce de l'or qui est bien connu, hein, donc, où en fait l'or que vous avez qui arrive dans l'Europe occidentale au XIe, XIIe, XIIIe siècle, c'est l'or qui vient d'Afrique subsaharienne. Hein, mais c'est pas des Africains qui l'amènent, hein, donc c'est des rois africains qui le donnent à des intermédiaires d'Afrique subsaharienne, qui après le vendent à des monarques dans le Sahara, qui sont des Africains subsahariens, mais qui sont convertis à l'islam et tout, pour des raisons en plus là purement économiques, parce que ça leur donne un droit un peu, voilà, où ils savent exactement où ils en sont par rapport au droit islamique, qui après font des caravanes qui vont le vendre après au Maghreb. Les marchands du Maghreb après vont le vendre à des marchands italiens qui eux-mêmes traversent la Méditerranée, qui vont le vendre après à des marchands, des intermédiaires, qui après les ramènent à des foires. Donc là, voilà. Donc il y a fort à parier que il n'y a pas eu d'Africains en fait, voilà. Ou alors si on a eu, c'est ultra minoritaire. Voilà. C'est idem, je pense, avec la route de la soie. Parce qu'il est passé le Proche-Orient. Ouais, alors la route de la soie, c'est strictement le même principe en l'occurrence, parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Le seul moment où vous allez avoir un peu moins d'intermédiaires, et encore, c'est avec l'Empire mongol, donc au XIIIe siècle, qui unifie et encore, c'est un peu plus compliqué que ça, qui en tout cas en fait est un espèce d'immense unité politique qui fait quasiment toute l'Eurasie. Là, par contre, oui, en effet, mais encore. Et ça permet, cette espèce d'unification permet justement à des voyageurs occidentaux d'aller, comme Marco Polo, c'est le plus connu, mais pas que lui, il n'y a pas eu que lui, d'aller en Chine. Mais c'est pareil, en fin de compte, on peut donner un contre-exemple. En Chine, au XIVe siècle, parce qu'il y a justement ces voyageurs qui ont été là, il y a des missionnaires franciscains qui vont en Chine et qui s'installent. Il y a même des évêques, en fait, en Chine au XIVe siècle. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous avez une implantation de chrétiens occidentaux là-bas. Je veux dire, voilà, c'est aller tout casser peut-être 100, 200 personnes. Juste pour enfoncer le clou, on en revient toujours à la même chose avec l'histoire, c'est on travaille sur des sources. Quand il n'y a pas de source, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose. Et on peut supposer. Et même quand on a des sources, voilà, on ne peut pas être affirmatif totalement. Et l'inconvénient, je l'ai dit un peu tout à l'heure, entre le côté chrétien et le côté musulman, c'est que du côté musulman, la présence de marchands chrétiens dans les ports musulmans est très réglementée. Et là, il y a énormément de sources. Et il y a aussi des sources juives, notamment celle de la Guéniza qui ont été retrouvées, etc., qui nous donnent énormément d'informations sur le commerce côté musulman et sur la présence de marchands non musulmans dans les ports musulmans. Du côté chrétien, il y a beaucoup moins de choses, donc voilà, c'est compliqué. Il y a monsieur qui avait aussi, il y a monsieur et madame aussi, je crois. En fait, il y a aussi un autre truc qui va peut-être aussi à l'encontre de la possibilité d'avoir de la présence de marchands musulmans à partir du XIVe siècle, fin 13e, 14e, 14e, 15e siècle, c'est que
on rentre dans une ère en Occident où là, pour le coup, l'altérité est pas trop acceptée. Et là, ça commence avec les croisades, mais ça se codifie vraiment à partir du XIIIe siècle. Alors c'est pour des raisons assez complexes, mais c'est aussi au XIVe que vous allez avoir les grandes expulsions des Juifs, notamment. Donc, notamment au Royaume de France, avec l'expulsion de 1306, où il y a quasiment 100 000 personnes qui sont expulsées du royaume. Donc l'altérité, la première altérité qui est pourchassée, c'est les hérétiques, d'abord. Donc ce qui est désigné comme hérétique, parce que c'est une autre question. Donc notamment les cathares, par exemple. Et puis après, ce sont les juifs. Et puis après, ça sera les sorciers, puis les sorcières, quoi. Donc, mais le truc, c'est que dans ce contexte-là, voilà, où en fait le but c'est on fait une espèce on compare en fait la société chrétienne, on la compare à une église, et l'église doit être pure et remplie uniquement de chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la présence de marchands musulmans, elle est beaucoup plus compliquée en Occident qu'en terre d'islam, où là pour le coup il y a un statut qui existe, qui est codifié, qui est le statut de dhimmi. Voilà. Donc vous voyez, là donc ça va pas. Ce que je veux dire par là, c'est je dis pas qu'il y en a pas, mais tous ces éléments font que ma réponse tendrait à vous dire non, en fait, il y a de fortes chances pour qu'il n'y en ait pas eu, en fait. Voilà, donc, les marchands chrétiens en terre d'islam ne sont pas considérés comme des dhimmis. Ils vivent dans les fondouks selon leurs règles. C'est les populations juives et chrétiennes locales qui sont considérées comme des dhimmis. Les marchands chrétiens qui sont par exemple à Almeria, dans le sultanat de Grenade, ou à Bougie, ils vivent entre eux selon leurs règles, avec des accords avec le sultan du coin. Voilà, c'est tout. Oui, j'ai deux questions. Une première question, vous avez beaucoup parlé des traces musulmanes dans le sud de la France, finalement. Est-ce qu'on trouve aussi des traces de l'influence ou de présence musulmane plus dans le nord et dans le nord-ouest de la France? Et je pensais même à la Bretagne, parce que comme je suis d'origine bretonne. Non. Voilà. Sinon, j'ai une autre question. On voit finalement que vous avez beaucoup parlé de l'influence musulmane aussi à travers la présence des musulmans en Espagne, finalement, entre le 8e siècle et le 14e, 15e siècle. Après, en fait, il y a l'Empire ottoman qui prend le relais entre le 15e et le 19e siècle. Est-ce que les relations après entre l'Europe, entre la France et puis le monde musulman changent justement par le biais de cette nouvelle présence musulmane à travers l'Empire ottoman dans le sud-est de l'Europe? Et je pense notamment aux alliances entre les rois de France et puis l'Empire ottoman pendant plusieurs siècles pour combattre les Habsbourg notamment. Je vais dire le début puis tu continues. Pour faire la transition, effectivement, alors déjà, il y a par rapport à la Reconquista, effectivement, elle expulse, c'est un peu comme ce que tu disais au XIIIe siècle pour la France. Tout ce qui n'est pas catholique, donc les juifs en premier lieu, et ensuite les musulmans, les mourisques, etc., sont expulsés d'Espagne. Ils vont au Maghreb, où ils vont effectivement dans l'Empire ottoman ensuite. Quelques-uns, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vont dans le sud de la France. Alors, ce que disait William sur l'altérité, c'est vrai que c'est moins valable dans des ports comme Marseille et Montpellier, qui sont toujours un petit peu périphériques par rapport, en tout cas jusqu'à la fin du Moyen-Âge, par rapport au reste du royaume. Ensuite, effectivement, il va y avoir des relations notamment diplomatiques, William va développer, mais il y a la fameuse alliance de François Ier avec Soliman, il y a le siège de Nice en 1543, donc la présence d'Ottomans aussi dans certains ports. Et ensuite, même à l'époque de Louis XIV, il va y avoir des échanges, il va y avoir des ambassades qui vont être reçues à Versailles. D'ailleurs, il y a une expo qui est commencée, je crois, je ne sais plus, c'est à Versailles en ce moment, sur les voyageurs qui viennent à la cour de Versailles, et donc ils parlent de ça. Ça change, les relations changent. Avec la France notamment, il y a des alliances, mais après il y a l'histoire des Barbaresques dont a parlé Gabriel Martinez-Gros tout à l'heure. Donc c'est plus... Oui. Il y a quand même une expédition par exemple, de Louis XIV dans l'Algérie actuelle en fait, en 1663. Si j'ai bonne souvenance, 1662, donc c'est une grosse expédition, donc parce qu'il y a aussi les Barbaresques, donc là c'est des questions pour le coup qui sont disons que en fait la tendance. L'expédition quel but, parce que j'étais pas là ce matin. Alors c'est une expédition en fait, c'était une expédition contre les Barbaresques en fait. Puis après il y a toute la logique, on va libérer on va libérer aussi des, parce qu'en fait tout le truc c'est qu'en fait les rois de France en fait ils sont pris dans une double dès l'époque moderne en fait, ils sont pris dans une double logique. La première logique c'est une logique de on est les rois chrétiens, les rois les plus chrétiens d'Occident en fait.
Hein, ils s'affirment parce que c'est quand même des descendants de Saint-Louis, donc voilà, c'est pas rien, voilà. Et donc on va dire, ils vont dire, on est des pourfendeurs des Turcs en fait. Hein, donc voilà, ça pose, voilà. Donc Louis XIV, enfin François Ier, avant d'être dans les années 1510, hein, 1518, on l'a mis dans le bouquin. Hein, donc il fait produire par exemple des manuscrits où en fait il dit que la bataille de Poitiers a été gagnée contre des Turcs, hein, par exemple. Hein, vous voyez, donc voilà, parce qu'en gros il dit voilà, nous les rois de France, on a toujours été des grands pourfendeurs de Turcs. Hein, voilà, donc évidemment. Et puis quand il perd l'empire au profit de Charles Quint, et là Charles Quint lui il possède quasiment tous les territoires autour de la France. Hein, donc il y a l'Espagne, une partie de l'Italie, une partie, enfin toute l'ère germanique plus les Pays-Bas. Là par contre vous avez l'autre tendance des rois de France qui va être une tendance de réel politique. On va se dire, ouais, par contre, il nous faut une alliance de revers contre les Autrichiens, enfin contre ce qui va devenir après l'Empire d'Autriche, les Habsbourg concrètement, parce qu'ils sont quand même surpuissants. Et donc là, on va se tourner évidemment vers la grande puissance de l'Europe à l'époque, hein, c'est l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman est très puissant. Et donc vous allez avoir toujours cette tendance. Et Louis XIV va faire la même chose en fin de compte. Hein. Il va négocier parfois des choses avec les musulmans, l'Empire ottoman, pardon, excusez-moi. Mais et parfois il va même aussi négocier avec les Perses aussi, hein, parce qu'il va recevoir les Perses. Hein, donc vous voyez, ça va même pas. Parce que parfois aussi, il ménage aussi parfois des alliances contre les Ottomans en fait. Donc il va aller, il va avoir des relations avec le royaume de Perse. Et parfois il va même aider il va vouloir aider les Ottomans. Enfin, parfois, il va aller faire des raids contre les barbaresques, parce qu'il faut quand même donner cette espèce d'image de roi chrétien. Mais c'est clair que la plupart des fois où l'empire Habsbourg est menacé par l'avancée des Ottomans, Louis XIV fait quasiment rien en fait. Hein. Ça dépend des fois en fait. Hein, ça dépend. Mais il y a des fois où il fait strictement rien. Il laisse faire en fait. Hein. Est-ce que ça entraîne une présence musulmane justement, ces alliances? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, pas du tout, parce que là, pour le coup, on est encore plus. Il n'y a pas de présence musulmane, parce que là on est encore plus avec le 14, on est dans un, là pour le coup on est dans un état où en fait le catholicisme il y a que ça en fait. Hein. Donc là les juifs sont plus là, et puis je vous rappelle aussi que les protestants, Louis XIV c'est lui qui expulse les protestants, donc ça ne rigole pas du tout avec l'altérité religieuse, elle n'est pas du tout tolérée en fait, hein, dans la France de Louis XIV. Alors pas du tout en fait, hein. C'est niette, hein, donc voilà. Ce qui explique après coup, hein, là je reviens à notre intervention tout à l'heure, la fascination pour les philosophes des Lumières, même si c'est une fascination déformée, c'est une fascination mal informée, pour l'islam, en disant « Ah, mais l'islam, en fait, on a le droit d'être, en terre d'islam, on a le droit d'être juif ou chrétien, on n'est pas pourchassé. » Parce qu'encore une fois, ça dépend aussi des contextes. Hein, voilà. Mais ça explique aussi cette fascination des philosophes des Lumières pour ça, en disant « Ah, bah, la France des Bourbons, finalement, c'est pas tolérant, alors qu'en terre d'islam, ils sont tolérants. » Voilà. Vous avez répondu à la question que je voulais poser. Juste une petite question concernant les traces dans l'art de la présence musulmane. La poterie, tapisserie. Là-dessus, je vous avouerai que moi, je sèche un peu là-dessus. Enfin, moi, j'avais, je connais les traces, mais ce serait plus là, peut-être le mois prochain, quand vous aborderez les croisades. Les croisades, alors il y a le rôle d'Al-Andalus, mais les croisades vont être aussi importantes pour l'influence, beaucoup plus en fait qu'Al-Andalus au niveau de l'art, de l'influence de l'art. Alors plus tard, à l'époque moderne aussi, mais là par contre, j'y connais rien du tout pour l'époque moderne. Mais pour les croisades vont être importantes au sens large, même au niveau de l'architecture, etc. Plus les croisades, oui, qu'Al-Andalus là-dessus. Ouais. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a des débats qui sont interminables pour savoir si tel type de fortification vient d'Orient. Bon, une chose est quasiment certaine qu'on peut dire, c'est que l'architecture gothique ne vient pas de l'art islamique. Hein, voilà. Contrairement à ce qu'a dit Mélenchon en 2011 sur France Culture, oui, il est encore parti très loin. Reviens, Jean-Luc, reviens. Non, mais voilà, donc évidemment, oui, voilà, là, on est dans du fantasme qui vient du début du XXe siècle et tout. Non, là, on sait, ça c'est sourcé, on sait pertinemment où ça a été créé. Pour quelles raisons ça a été créé, l'art gothique et tout. Donc voilà, donc ça c'est voilà, parce que nous en plus on appelle l'art gothique, hein, donc voilà, donc c'est pas du tout voilà, c'est là pour le coup on est dans la création purement occidentale.
Moi, ma question concerne justement Al-Andalus, qui souvent, parmi des amis musulmans, est présenté comme un peu une ère d'or où les trois religions vivaient très pacifiquement. Sur place, ça se passait comment? Parce que là, j'ai plutôt une image de confrontation permanente. Comment est-ce qu'on la réconcilie avec cette idée que cette période d'Andalousie était une période où les peuples s'entendaient bien, enfin qui est sûrement surfaite à ce moment-là? Alors je vais faire court. En 2 minutes. Hein. Ouais, en gros, c'est pareil, ça dépend. C'est une question de période et ça dépend ce qu'on appelle aussi les échanges. Il y a eu des échanges, alors déjà commerciaux, ça on en a parlé, mais la tolérance est toute relative. Ça dépend. Ce qu'on appelle tolérance, il y a le statut d'Imi, donc c'est bien. Les populations du livre juste du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, sont tolérées. Elles doivent payer un impôt quand même, et puis elles ont des limitations. Et il y a des périodes où elles vont être persécutées. À l'Andalous, c'est une histoire quasiment que de conflits, mais déjà de conflits entre eux, entre Arabes et Berbères, mais ensuite pour arriver au pouvoir en tant qu'émirat. Ensuite, il y a le califat qui lui-même se désagrège en taïfas, qui vont être en concurrence. Certaines vont s'allier avec les chrétiens, etc. Enfin bref. Et puis une fois qu'il ne restera que le royaume de Grenade, le royaume de Grenade va être un temps allié à la Castille contre l'Aragon, etc. Enfin bref, on n'en finit pas. Donc c'est d'abord du conflit, et les échanges dépendaient des moments. À l'époque, ce qu'on appelle l'âge d'or d'Al-Andalus, même si le terme âge d'or est toujours un peu contestable, en gros le califat, Abderrahmane III et Al-Hakam II, son fils, là il y a une vraie émulation culturelle, artistique, des vrais échanges entre juifs, chrétiens et musulmans, mais c'est surtout dans le cercle de la cour et des lettrés en fait, avant tout. Le calife est entouré effectivement de savants, de lettrés qui sont juifs et chrétiens, entre autres. Au niveau des populations, ça dépend des moments, mais globalement, il y a des périodes où on sait qu'il y avait une coexistence assez pacifique. Voilà, il y a eu des moments de persécution, mais globalement, ça se passait plutôt bien, mais c'était un peu chacun chez soi. Et après, dans les taïfas, il va y avoir aussi des sortes de mini-califats, dans le sens où des échanges avec des émirs de taïfas qui vont développer cette coexistence entre juifs, chrétiens et musulmans. Mais ce qu'on dit souvent, ce qu'on appelle souvent la transmission, on dit ce qu'on doit aux Arabes. Il y a un bouquin connu de Juan Vernet là-dessus, ce que la culture doit aux Arabes, je crois que c'est. Quand les chrétiens sont arrivés, quand ils ont fait la reconquista, entre guillemets, ils ne sont pas arrivés et puis les Arabes leur ont donné gentiment les savoirs. Non, les chrétiens, ils les ont pris, les savoirs. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans les bibliothèques de Tolède, etc. Ils ont vu qu'il y avait des traductions. Ils ont demandé aux Juifs et aux Mozarabes de faire les intermédiaires. Et ils ont commencé à traduire les textes comme ça, notamment le Coran et d'autres textes, mais dans une vision qui était une vision de pouvoir. C'était on a le savoir, on a le pouvoir, et c'était pas le joyeux échange de culture où tout le monde s'échange. Voilà. Ça, il y avait toujours ce contexte-là. Et quand il y a eu coexistence, les populations, globalement, on pense qu'il y a eu plutôt une coexistence relativement pacifique, et les échanges, on va dire scientifiques, était vraiment dans le milieu du pouvoir, comme c'était le cas ailleurs, de toute façon. Donc il y a un mythe andalou, d'ailleurs qui vient notamment de l'époque des Lumières. Il faut pas l'idéaliser, il faut pas non plus le diaboliser. C'était pas non plus, voilà, c'est globalement, ça dépend des moments. Et en plus, après les taïfas, quand vous allez avoir les Almoravides et les Almohades qui vont arriver, là ça va être plutôt radical, parce que eux, surtout les Almohades étaient très durs. Et la tolérance va quasiment disparaître. Et puis ensuite, il va y avoir la Reconquista. Il ne restera plus que le royaume de Grenade. Et là, ce sera terminé. Voilà. Oui, j'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur l'héritage religieux, là, tout à l'heure. Enfin, l'héritage en général est religieux. J'ai entendu dire quand même que finalement, les clochers, c'est un peu une reproduction ou un héritage des minarets dans les mosquées. Repris un petit peu dans l'Empire byzantin notamment, et après en France, en Europe de l'Ouest. Et puis plus généralement, finalement, sur l'héritage culturel. Est-ce qu'on ne peut pas aussi rappeler qu'il y a quand même une partie du savoir gréco-romain qui est quand même passé par l'Espagne et qui ensuite a été diffusé en Europe. On l'a dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est ce que je viens de dire en fait. Pour l'Espagne, je pense à l'aspect scientifique aussi. Il y a deux foyers. Ouais, quand je disais ça, c'était au global. Il y a deux foyers, l'Espagne et la Sicile.
Et puis après, dans un autre genre, à Constantinople, quand il y a la prise de Constantinople, il y a la fuite pas des cerveaux, mais d'une partie des scientifiques, même si ça a été un peu idéalisé. Et puis il y avait ce qui a été conservé dans les monastères latins. Mais voilà, ce que je veux dire, cette transmission, c'est pas une transmission en fait. C'est les savants musulmans ont fait les traductions, que ce soit en Al-Andalus ou à Bagdad ou en Sicile. En plus, en Sicile, il y avait les Normands qui étaient très, très intéressés, vous connaissez peut-être l'histoire je ne vais pas la raconter, mais du roi normand Roger II, et qui a commandé à l'Idrissi, un grand géographe arabe, une géographie du monde en fait. Donc il y avait ce genre d'échange, mais c'est pareil, c'est au niveau du pouvoir, et c'est pas une transmission parce que c'est, je dis, quand les chrétiens arrivent et qu'ils récupèrent le savoir grec par l'intermédiaire des musulmans, c'est parce qu'ils le prennent dans les bibliothèques. Voilà. Il y a une différence de niveau de savoir. Oui, si vous voulez, mais encore ça dépend. Mais bon, après au niveau de l'art, ça j'en sais rien, mais si on y regarde au niveau purement chronologique, il y avait des églises avant. Oui, mais ça, j'incluais tout ça dedans. Au niveau des églises, des minarets et des clochers, ça je sais pas, mais souvent on confond, et ça a été un peu, je crois, il y a des personnes qui sont intervenues, l'art musulman avec l'art byzantin. Et tout ce qui est coupole, etc., c'est d'abord l'art byzantin. Si vous regardez Sainte-Sophie et la mosquée bleue qui est en face, se ressemblent beaucoup. Et Sainte-Sophie, c'est 6e siècle quand même, c'est un siècle avant l'apparition de l'islam. Donc souvent, ce qu'on prend pour de l'art musulman est en fait de l'art oriental au sens large, chrétien oriental, byzantin, etc. Et pas forcément musulman. Ce campanile est un peu un trait d'union entre le minaret finalement. Oui, ouais, c'est vrai que ça ressemble. Oui, ouais. Les Byzances étaient une zone, et notamment la Sicile byzantine, où il y avait ce que disait William tout à l'heure, il y avait une partie musulmane, une partie grecque byzantine. Là, c'était vraiment une zone de contact. De toute façon, c'est les zones de contact à l'Andalous, la Sicile et les États latins, c'est des zones de contact et de conflit, mais pas seulement. Merci beaucoup.